Bonjour et bienvenue pour cette troisième conférence d'un cycle de trois, évidemment, c'est donc la dernière. Je rappelle d'ailleurs que les deux premières conférences sont visibles depuis le site du Design Spot ou sur YouTube directement. La première était, pour rappel, avec Frédéric Pain, directrice de l'ENSI, c'était sur l'enseignement, les nouvelles façons d'enseigner le design. La deuxième était avec Philippe Vahé, directeur de Carrefour, et qui était dans les nouvelles pratiques du design, qui était centré sur les nouvelles pratiques du design. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'accueillir donc Christophe Chaptal qui nous parlera de la façon de diffuser le design dans nos écosystèmes et dans nos sociétés. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc je m'appelle Vincent Créan, je suis directeur du Design Spot. Le Design Spot, c'est le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Et ce centre est basé sur trois grandes missions. Une première mission donc de promotion du design, promouvoir le design dans l'écosystème Paris-Saclay, qui est très large, très vaste. Il y a une deuxième mission, je fais très vite, il y a une deuxième mission qui est une mission donc de conseil et d'études auprès de porteurs de projets d'innovation. On travaille exactement comme le ferait une agence. C'est très concret. On réalise des études de design. Voilà. Et puis une troisième mission qui est plus centrée sur la prospective. Ce cycle de trois conférences s'inscrit dans une réflexion générale assez courante aujourd'hui, qui est de constater que notre société est en train de vivre de profondes mutations, dont on ne connaît pas encore tous les aboutissements, et qui va donc revoir de façon... qui fera que nous serons très probablement amenés à revoir très profondément tous les modes de fonctionnement de nos sociétés actuelles. Alors ces questionnements, ces grandes questions, les designers se les posent également, parce qu'ils s'inscrivent dans ces grands mouvements sociaux aussi. Et donc ça a motivé donc, cette réflexion sur l'intégration, la façon dont les designers prennent à bras le corps ces grands sujets de mutation. Nouvelle pratique dit nouvelle façon aussi de diffuser cette information. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Christophe Chaptal. On se connaît depuis longtemps, Christophe. Je vais résumer succinctement ton parcours, mais ça va prendre un peu de temps quand même parce que c'est un grand parcours. Alors, là je prends mes notes, hein, excusez-moi, mais tu es directeur associé du cabinet en stratégie, organisation et transformation Experience Makers. Tu es aussi directeur de la publication de Design Facts, c'est le média de référence du design en France, hein, pour information. Tu es président de l'association Design et Industrie. Tu es aussi directeur de la publication de la lettre de l'expérience et d'Admirable Design et ex-président de l'APCI, Agence pour la promotion de la création industrielle. Avant ça, tu as été diplômé de l'ESDI, École supérieure de design industriel, comme moi, et de l'INSEAD. Tu as d'abord fondé une agence de design, Design Service, puis tu as été cadre dirigeant dans l'industrie, groupe SEB, Peugeot. Tu es consultant en stratégie et un expert reconnu du design comme levier de performance dans l'industrie. À ce titre, tu accompagnes aujourd'hui des comités de direction dans leur réflexion stratégique et interviens également lors d'actions de réorganisation et de transformation qui occupent une très grande partie de tes activités maintenant. Tu es contributeur régulier pour HBR et pour Forbes. Et puis tu as écrit quand même une dizaine d'ouvrages sur le design en stratégie, marketing chez Duno, Vuber et d'autres éditeurs. Et puis comme ça ne suffit pas, tu es aussi enseignant à Sciences Po, tu es conférencier en France et à l'international, et puis tu as obtenu également de nombreux prix pour tes réalisations, Montgolfier, Étoile de l'Observeur, Janus de l'Industrie, le Motorcycle Design Award, le prix du Sénat, et je vais m'arrêter là parce que je crois que tu vas être gêné à force. C'est ça. C'est ça. Voilà. J'ai oublié une petite précision pour les auditeurs qui sont en ligne. Vous pouvez poser des questions via le chat. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà. Alors, Christophe, je crois que le moment est venu de t'écouter. Pour introduire le sujet, j'aurais une petite question très bête. On a parlé de diffusion. Alors, est-ce qu'on diffuse bien le design en France aujourd'hui ? Hier. D'abord, Vincent, merci de m'avoir invité à m'exprimer sur le sujet. Merci à ton équipe. Effectivement, on se connaît depuis un certain temps, puisque lorsque j'avais mon agence, tu étais, je crois, chez PA Design, avant de rejoindre Alcatel. Et donc, on s'est suivis comme ça sur nos parcours respectifs. Lorsque tu m'as téléphoné il y a quelques mois pour me convier à cette conférence, je me suis dit que le sujet était facile et que ça ne nécessitait pas trop de préparation.
En fait, je m'étais lourdement trompé parce que hier, en réfléchissant à ce que j'allais dire aujourd'hui, je me suis rendu compte que diffuser le design était quelque chose de très complexe et que finalement, en me remémorant mes années de designer et les années 80, je me suis dit que non seulement on diffusait pas bien le design aujourd'hui, mais qu'on le diffusait encore moins bien qu'il y a une quarantaine d'années, et c'est pas peu dire. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Je pense que ça serait peut-être un sujet de réflexion que nous pourrions envisager tous ensemble. J'ai un peu l'impression qu'on a complexifié une situation qui au départ n'était déjà pas très simple. Pour faire un petit peu d'histoire, on peut quand même dire que le design a été assez largement mis en avant lors des différentes révolutions industrielles. Alors c'est un peu simpliste, mais enfin, pas de révolution industrielle, pas de design. Et que finalement, cette espèce d'ADN, il a été porté de façon finalement assez correcte pendant les années du XXe siècle, jusque dans les années 80, et que l'esthéticien industriel, le styliste, voire même le designer industriel, était quelqu'un qui n'était pas forcément bien compris ni reconnu, mais pour lequel on comprenait la fonction qui était finalement de rendre un produit le plus agréable possible, en jouant notamment sur l'aspect esthétique. Tout ça pour dire que dans les années 80 et avant, le designer, c'était quelqu'un qui avait un métier. On était designer de métier, on exerçait un métier de designer. Et puis pour une raison que je ne m'explique pas, on est passé de ce métier de designer au design. Et quand on a commencé à parler de design, de la discipline du design, plus personne n'a réussi à se mettre d'accord, ni les anciens ni les nouveaux. Et quand on demande aujourd'hui à quelqu'un ce qu'est le design, bah, vous avez autant de définitions que de personnes interrogées. Et en fait, personne n'y comprend rien, moi le premier. Et autant dire que dans ces conditions, diffuser le design devient quelque chose d'assez périlleux, pour ne pas dire impossible. La chose s'est complexifiée de surcroît parce que aujourd'hui, tout le monde parle de design. On était assez peu en parler dans les années 80, 90. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Alors, ceux qui en font, mais surtout ceux qui n'en font pas. D'ailleurs, par expérience, puisque tu parlais de Design Facts, et qu'on interviewe toutes les semaines un ou une acteur ou actrice du design, et qu'on le fait systématiquement depuis 2016, autant dire qu'on a fait aujourd'hui un peu plus de 450 interviews, on s'aperçoit en fait que ceux qui font le design, les designers de métier, ne parlent pas de design et parlent très peu de diffusion du design, ce n'est pas leur problème. Ceux qui parlent du design, ce sont essentiellement des gens qui n'exercent pas le métier de designer. Alors, soit ils ont une fonction, je dirais, en matière d'éducation, ce qui est quelque part faire un peu de design, mais qui ne sont pas directement en contact avec le métier du design. Ils sont plutôt en train d'apprendre à exercer un métier du design, soit des gens qui réfléchissent dans un point de vue universitaire à ce que pourrait être le design. Ce sont des gens qui ont une réflexion, une démarche tout à fait intéressante, mais qui n'ont pas forcément une approche forcément très pragmatique. Et puis, il y a tous ceux qui en font la promotion par métier ou par conviction. Ce sont les associations, ce sont les organismes professionnels. Et là, ça va de la foire au design en passant à des colloques ou des réflexions sur des thématiques précises. Alors, je n'ai aucune aigreur, et je n'attaque pas du tout toutes ces façons de faire, mais je pense que ça ne contribue pas, tous ces mouvements, à simplifier l'acception du terme design, ni à le rendre audible et compréhensible par les principaux intéressés. Alors, qui sont les principaux intéressés? Je parlais tout à l'heure du fait que le design est né en grande partie de la révolution industrielle. Les principaux intéressés, ce sont les entreprises. C'est l'industrie, quelque part. Pas d'industrie, pas de design. Donc, par conséquent, quand on s'aperçoit en France qu'il y a environ aujourd'hui à peu près 70% des entreprises qui ne font pas appel au design, se pose quand même le problème majeur de la diffusion du design. Donc, à la question, est-ce que le design aujourd'hui est bien diffusé? Je dis non, pas du tout. Le design est très mal diffusé en France. Il n'est pas compris et en tout cas, il n'est pas reçu par ceux qui seraient les cibles prioritaires. Est-ce qu'une des causes ne serait pas que la profession aurait peut-être cherché à légitimer
des disciplines qu'ils avaient du mal à valoriser. Le design a toujours eu du mal à valoriser son travail, y compris économiquement. Hein, et je me suis toujours demandé si finalement, est-ce que c'était pas une sorte de façon de crédibiliser, on intellectualise un petit peu les choses, on les théorise un peu, on crée des modèles, on crée aussi des disciplines très nombreuses qui ont trait au design, dans l'espoir de la rendre plus légitime ou plus crédible. Bah, oui, je pense qu'effectivement, il y a une partie de vérité. Ce qui me trouble aujourd'hui, c'est qu'on parle du design comme d'une espèce de matière désincarnée. Le design. Le design, c'est comme le marketing, c'est comme la stratégie. En tant que tel, ça n'a pas de signification. Par contre, le marketing, par exemple, ça devient une réalité quand on y accole une activité précise. Le marketing produit, le marketing stratégique, le marketing marché, le marketing digital, etc. Il en va de même pour moi du design. Quand on parle du design de façon un peu désincarnée, avec par exemple comme ambition de dire que le design va sauver le monde, c'est une très belle posture. Je ne suis pas certain que ça aide à la diffusion et à la compréhension du design, parce que sauver le monde grâce au design demande quand même des capacités de projection qui me paraissent quand même assez subtiles. Quand on parle de métier du design, c'est beaucoup plus simple. Alors c'est peut-être moins valorisant, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas la tendance, et que lorsqu'on en parle métier, je pense qu'on est perçu comme quelqu'un d'un peu trop opérationnel ou d'un peu trop simpliste et que ça n'intéresse pas grand monde. En réalité, aujourd'hui, quand on veut se faire entendre en matière de design, il faut parler de design en y accolant une grande cause, ou en y accolant une vision éthique, ou en y accolant une vision sociétale. Alors, encore une fois, je ne critique pas du tout, parce que tous les designs sont intéressants et toutes les approches sont intéressantes, mais si le design, ça n'est que de faire du design management territorial avec de la mise en couleur de centre-ville, pour lesquels, par ailleurs, on n'a pas les moyens de financer des équipements, si c'est pour masquer un manque de moyens en matière de santé, si c'est pour rendre accessibles des portails gouvernementaux qui, par nature, par construction, ne sont pas forcément très simples, je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de diffuser le design. Le design, à mon avis, c'est au-delà, c'est quelque chose qui est, je dirais, au service d'une vision qui est, pour moi, essentiellement économique. Le design, pour moi, c'est le meilleur allié de l'industrie. Encore une fois, pas d'industrie, pas de design. Je considère qu'aujourd'hui, encore une fois, la diffusion du design vers l'industrie, qui est pour moi la cible prioritaire, n'est pas faite ou est mal faite. Et je constate, puisque je suis dans beaucoup d'entreprises tout au long de mes journées, c'est mon occupation principale, je constate que dans les entreprises, notamment les moyennes entreprises, les ETI, la notion de design n'est pas quelque chose qui est compris ni même perçu comme étant intéressant. On ne voit pas ce que le design peut apporter. On a un vague sentiment sur, par exemple, ce que pourrait être de l'UX, de l'UI, sur le fait qu'un designer peut apporter un avantage esthétique à un produit, mais ça ne va pas au-delà. Il n'y a pas aujourd'hui de perception dans l'entreprise des avantages purement stratégiques du design. Mis à part dans les grands groupes, mais dans la majorité des entreprises, il n'y a pas cette vision. On n'a pas cette vision du design comme étant une interface métier extrêmement efficace. On n'a pas de vision du design comme étant un outil de pilotage de la performance, etc. etc. Tous ces éléments-là qui devraient, à mon avis, relever d'une diffusion du design prioritaire ne sont pas pris en compte. Et on en est toujours aujourd'hui de plus en plus, et c'est un recul pour moi par rapport à il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on en est à parler du design sur ces aspects, entre guillemets, qui sont un peu marginaux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais qui sont marginaux par rapport aux priorités industrielles, notamment dans une époque où on parle énormément de réindustrialisation. Le design, dans cette optique-là, devrait être le levier majeur, le levier mis en avant. Alors on voit dans France 2030, effectivement, qu'il y a une considération qui est faite sur le design, mais pour autant, je n'ai pas le sentiment que l'on diffuse le design de cette façon-là, ou avec comme objectif de venir renforcer l'industrie. Ce n'est pas du tout ce que je peux constater ou même entendre.
Et en tout cas, c'est ce que nous, on s'efforce de faire avec, tu le citais, DesignFax, on s'efforce de faire en sorte que le design soit perçu comme un outil de performance au service notamment de l'entreprise et plus largement de l'industrie. Ça m'amène, enfin en t'écoutant, ça m'amène une réflexion que je m'étais faite quand j'étais moi-même à l'intérieur d'un grand groupe. J'ai eu beaucoup de chance à cette époque-là d'avoir été invité, on va dire quasiment, je crois que c'est le bon terme en fait, invité comme une direction à part entière dans le comité de direction de l'entreprise. Donc le design figurait à part égale, je dirais, à siège égal, avec le marketing, les méthodes, la R&D, les ventes, les achats, etc. etc. J'avais le sentiment de vivre alors d'abord d'être très chanceux, et de vivre une situation qui était extrêmement privilégiée, peu fréquente. Et je ne pouvais pas m'empêcher de m'interroger, mais pourquoi c'est si peu fréquent? Et je ne pouvais pas non plus... Alors j'essayais de trouver de bonnes raisons pour expliquer le fait que les designers n'étaient pas suffisamment représentés à un stade de gouvernance dans les entreprises. Et je me disais, c'est parce qu'on n'est pas assez bon, tout bêtement, ou tout simplement parce que les entreprises ont des process de promotion interne, etc., qui sont basés sur des critères très anciens qui valorisent davantage le marketing, les ventes, la com, les achats que le design. Mais ce que je voulais dire, je suis un petit peu long, mais ce que je voulais dire, c'est que ce questionnement, il pose à un moment donné le problème de la diffusion, non pas du design vers le monde au sens large, mais même intra-entreprise, diffuser le design intra-entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas gagné et pour lequel je ne suis pas certain que les designers soient toujours suffisamment armés. Alors là, on rejoint peut-être des sujets d'enseignement. Oui, je suis tout à fait en phase. D'ailleurs, aujourd'hui, les designers qui siègent au COMEX ou au CODIR des entreprises, c'est quand même l'extrême minorité. Il n'y a pas eu aujourd'hui d'évolution faramineuse sur ce sujet-là. Ça, c'est un premier point. Donc il y a un gros progrès, effectivement, qui reste à faire. Deuxièmement, le design, c'est un mélange de trois éléments qui sont extrêmement compliqués. Je le conçois, à expliquer. Il y a une démarche qui est transversale et globale, qui va de l'amour stratégique à la mise en marché. Donc c'est une vision, je dirais, assez globalisante de l'entreprise. On pourrait presque dire qu'un designer peut raisonner en termes de modèle économique, de façon très générale. C'est une posture. Le designer a une posture. Il va plutôt raisonner en matière d'écosystème, en essayant de contenter l'ensemble des parties prenantes auxquelles il s'adresse dans les meilleures conditions éthiques, d'usage, environnemental, économique, de performance, etc. Et puis, il y a une composante métier. Un designer, il exerce un métier. Le designer ne peut pas faire tous les métiers. Le designer produit, il fait du produit. Le designer d'espace, il fait de l'espace ou du retail, etc. Bon. Vous avez trois dimensions, finalement, dans cette matière de design. Certains designers ont les trois dimensions, d'autres pas. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème simplement de choix ou de positionnement, etc. Un designer peut parfaitement être un chef d'entreprise si il raisonne en termes de modèle économique et qu'il a les capacités managériales, etc. Il n'y a aucun problème. Un designer peut parfaitement s'intégrer dans n'importe quel processus de l'entreprise. S'il est en termes de métier, il peut aller au bureau d'études, il peut aller au marketing, il peut piloter même le process design de l'entreprise. Il peut être patron du design dans l'entreprise. Et puis ça peut être, en termes de métier, un membre d'une équipe quelconque d'une entreprise. Bon. Mais je note quand même que pour les autres processus, vous avez le même type d'architecture. En marketing, vous avez une vision, vous avez une posture, et vous avez des métiers. Bon, donc le design n'est pas forcément très différent des autres processus. La problématique, c'est que j'ai l'impression qu'en France, certains se sont emparés du design et ont décidé que c'était leur vérité qui prévalait et qu'on a assisté, je pense que tu t'en souviens Vincent, pendant 20 ou 30 ans à des espèces de guerres d'ego entre sachants du design qui ont chacun voulu imposer leur vision
soit qu'elle était académique, soit elle était de praticiens, soit elle était de personnes qui venaient d'autres horizons, mais qui avaient décidé qu'ils avaient une certaine vérité sur le design. Et notamment des gens qui en faisaient la promotion. On ne citera pas de nom, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a eu quand même en France, et il continue à y avoir en France, une espèce de guerre entre différentes approches du design, alors qu'en réalité, elles sont chacune une partie, je dirais, d'une même matière qui est le design. La problématique du design en France, c'est que le terme même est sujet à débat. Les Américains, évidemment, ils n'ont pas ce problème-là, puisque pour eux, tout design concevoir, ça pose aucun problème. Les Italiens semblent être complètement sortis de ce débat depuis longtemps, etc. Il semblerait qu'en France, on en soit toujours, nous, à discuter sur ce qu'est ou n'est pas le design, avec une espèce, d'un côté de la chaîne, ceux qui ont une vision philosophique du design, avec une espèce d'ambition, je dirais, salvatrice au niveau du monde. On entend souvent que le design va sauver le monde. Certaines écoles, d'ailleurs, attirent un certain nombre d'élèves en exprimant la capacité à former des designers qui vont sauver le monde. Personnellement, j'attends toujours de voir quelles sont les méthodes et les outils qu'ils vont utiliser pour sauver le monde. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis très ouvert à la discussion. Et puis de l'autre, je dirais, des super pros du métier du design. Ceux-là, à mon avis, ont le plus de facilité à communiquer ce qu'est le design. Parce que quand on communique métier, c'est-à-dire quand on communique opérationnel, c'est assez simple. Mais c'est une vue incomplète. Donc on est constamment ballotté entre les super philosophes avec peut-être des ambitions un petit peu utopistes, et puis les super pros qui finalement, eux, sont vraiment dans le design up, à l'autre bout de la chaîne. Et on n'arrive pas à relier tout ce monde-là. Et cette diffusion du design qui devrait être naturelle aujourd'hui est complètement bloquée, parce qu'en fait, le balancier est sans arrêt entre ceux qui font de la théorie avec des ambitions humanistes et ceux qui font du business avec des outils. Voilà, pour simplifier un peu le débat, on est toujours un peu dans ces mouvements de balancier, mais qui ne sont pas nouveaux, ça fait peut-être 40 ou 50 ans que ça dure. La technologie ayant de surcroît, à mon avis, compliqué la donne. Oui, si enfin, tu en as parlé, mais si on rajoute en plus une petite couche d'ego, parce qu'en fait, ceux qui parlent du design avec autorité sont pour la plupart des gens qui ont, en tout cas dans les professionnels, sont des gens qui ont plutôt réussi, on va dire, entre guillemets. Et cette réussite, c'est la réussite, parce que c'est des métiers de création, c'est quand même la réussite d'un créateur, quoi. Et derrière créateur, il y a quand même ego, quoi, oui, qui s'y rattache. Alors donc, effectivement, je crois que ça ne facilite pas les choses sur ce sujet. Non, c'est compliqué. D'ailleurs, de temps en temps, quand on sort un article, une interview plutôt dans Design Facts, d'une personne qui est concurrente d'une autre, etc., je peux avoir des coups de fil de l'un ou de l'autre qui me disent « tu n'as pas le droit de dire ça ». Tu n'as pas le droit. Parce que bon, voilà, il y a ceux qui ont le droit dans le design, puis ceux qui n'ont pas le droit. Bon, ben, quand on en est là, si vous voulez, c'est que quelque part ça pose un petit problème, c'est que c'est justement ce que tu dis là, cette diffusion du design qui est en fait liée de temps en temps à une espèce de puissance de l'ego, c'est-à-dire que celui qui a l'ego le plus fort peut effectivement prétendre à être celui qui sait parler du design et donc aurait autorisation de diffuser le design par rapport à d'autres qui ont des égos moins importants, ou alors une renommée moins importante, ou une légitimité moindre, etc. Donc, c'est vrai que cette espèce de, on va dire, d'écosystème d'égo bien français, quelque part, n'aide pas, et qu'on est toujours bloqué, on est en 2024, toujours bloqué aujourd'hui sur une bonne diffusion du design. C'est très compliqué, et quand vous demandez à quelqu'un qui n'est pas du métier ce qu'il pense du design, quelle perception il a du design, c'est souvent extrêmement hétérogène. Et quand on demande à des professionnels du design ce qu'ils pensent du design, c'est également assez hétérogène. Et donc, ça pose problème pour moi. Il n'y a pas de vision unifiée, il n'y a pas de perception partagée, il n'y a pas de niveau, je dirais, de reconnaissance qui soit équivalent. Donc, c'est gênant quelque part. Et vraiment, je peux en parler, m'occupant de cette lettre professionnelle Design Facts, je peux voir combien les disparités de perception sont importantes, même entre professionnels, et même entre professionnels d'un même secteur d'activité. Et là, ils auront des discours qui ne sont pas
homogènes du tout. Ils ont voire même opposés parfois. Oui, c'est quelque chose d'assez que l'on vit même ici, hein, à l'intérieur de l'université, où on est dans on va dire, dans un environnement qui est extrêmement scientifique et qui, pour beaucoup des membres de l'université, ont un manque de culture sur ces disciplines. Ce qui est naturel, puisque en fait, leur focus est un focus extrêmement scientifique, là, quand le design a une approche plus généraliste et plus, on va dire, plus créative, voilà. Bon, enfin, je ne veux pas faire trop de polémique, mais c'est vrai qu'il y a un besoin d'acculturation. Et ce qu'on peut relever, c'est que le premier pas est toujours le plus difficile. C'est un peu comme se jeter dans l'eau de la piscine sans savoir nager et puis se débrouiller. Pour les porteurs de projets d'innovation, il y a un côté, moi je le ressens, la première fois, on ne sait pas. On y va parce qu'on se dit il faut le faire, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on nous a dit que c'était bien, parce que je ne sais pas quoi, mais on y va, mais sans trop savoir ce qu'on va avoir en retour. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que à partir du moment où ces porteurs de projets d'innovation ont été accompagnés en matière de design, conseillés, et ont bénéficié d'une étude aussi, le pli est pris, quoi. Sauf vraiment si on se trompe, si on fait des erreurs, ce qui peut arriver, mais globalement, le pli est pris. Pardon. C'est-à-dire que c'est la vertu de l'exemple, en fait, en quelque sorte, hein, et c'est le fait de rendre les choses concrètes qui font que la conviction se met en place. Alors, j'en parle parce que, d'abord, ça rebondit sur ce que tu as dit précédemment, mais aussi parce que c'est peut-être un axe, j'en sais rien, de diffusion qui serait peut-être plus pertinent, qui est donc moins théorique et plus pratique. La vertu de l'exemple. Oui. Alors, oui, bien sûr, l'exemplarité, c'est toujours intéressant, mais le premier à convaincre est toujours compliqué. Celui qui va être l'exemple, il faut le convaincre. Donc moi, le moyen que je trouve le plus efficace pour diffuser le design, c'est la performance. Quand vous parlez à un chef d'entreprise et que vous dites que le design, ça apporte de la performance, au sens global, hein, pas qu'économique, hein, performance globale pour l'entreprise, il vous écoute. Quand vous parlez dans une collectivité territoriale, que le design management territorial, ça apporte de la performance, c'est-à-dire du mieux vivre, etc., on vous écoute. Je pense que rentrer dans le design en parlant de performance et le diffuser en parlant de performance, c'est déjà un axe intéressant, parce que même en milieu, tu le parlais, universitaire, avec des scientifiques qui créent des startups, etc., si on leur explique que le design, ça va leur apporter de la performance dans leur projet et que peut-être avec ça, ils pourront avoir des financements de façon plus aisée, que ça va leur apporter une compréhension par les publics cibles de leurs produits qui va être supérieure, etc., c'est intéressant. Et puis moi, qui suis quand même un homme de l'industrie, je passe mes journées dans l'industrie, je raisonne en termes de performance. Pour moi, le design, c'est un levier extraordinaire qui permet à la fois d'obtenir de la performance économique, de la performance stratégique, de la performance, je dirais, sur tous les plans, tout en apportant une éthique et un respect à la fois de l'homme et de son environnement. Je pense que la vertu du design, en tout cas je pense que c'est comme ça qu'on devrait le diffuser, c'est de dire que le design c'est de la performance dans les meilleures conditions éthiques, économiques et environnementales. Si on arrive déjà à se placer là et à se mettre un peu tous d'accord sur cette vision du design et qu'on en parle tous de cette façon-là, je pense qu'on pourra convaincre assez rapidement beaucoup d'entreprises d'y faire appel et d'enclencher justement ce que tu disais, c'est-à-dire cette courroie de l'exemplarité, qui aujourd'hui fonctionne, mais elle fonctionne dans des écosystèmes restreints, avec des efforts quand même énormes, avec un gaspillage important de temps, de moyens, etc., alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Et je le répète, à un moment où la France se réindustrialise, où on n'arrête pas de parler je dirais, recentrer la production en France, de se rebâtir une industrie, pourquoi est-ce que le design est absent? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas prioritairement du design comme étant l'un des outils les plus efficaces justement pour cette performance retrouvée ou pour retrouver cette performance? Oui, ça me rappelle d'ailleurs mes décennies antérieures dans lesquelles
finalement, quand on essayait de valoriser le design en termes de performance, on parlait essentiellement de valorisation économique. C'est-à-dire le design inscrit dans une société qui était, on va dire, basée sur de la croissance, avec une vision quand même consumériste, etc., etc. Et donc on avait le pli habituel de dire « Ah oui, oui, mais c'est un outil de compétitivité économique qui va être remarquable ». Or aujourd'hui, c'est ce que tu en as parlé à l'instant, on voit bien que cette approche, d'abord, a fait son temps, probablement, parce qu'on est aussi dans des métiers de projection, et donc que cette approche a fait son temps, et que le design doit maintenant se placer sur d'autres registres. Pas oublier celui-ci, parce que c'est quand même celui qui fait vivre, qui fait fonctionner des sociétés, mais y adjoindre des compétences qui ne sont peut-être pas encore suffisamment développées. L'éthique, c'est une affaire personnelle, je dirais, mais des compétences qui sont d'ordre, enfin, qui permettrait justement d'accompagner des besoins de transition qui sont criants. Et je pense que si on veut parler de performance aujourd'hui, il faut effectivement diffuser un mode, enfin communiquer sur le design peut-être sur des modes qui évoluent. Mais j'ai l'impression quand même que les jeunes générations ne parlent plus déjà ou ne voient plus le design de la façon dont on l'a perçu pendant des décennies. Oui, oui, c'est également mon sentiment. Je voudrais quand même revenir sur cette notion de performance, parce que pour moi, la performance, elle n'est certainement pas que économique. D'autre part, on vit actuellement des évolutions sociétales où il y a des remises en cause assez profondes de modèles économiques, notamment de modèles économiques industriels et d'entreprises en général. Le design, me semble-t-il, est un des outils les plus efficaces pour concevoir de nouveaux modèles économiques, parce que son approche globale, d'une part, son interfaçage métier, d'autre part, et son expertise métier, enfin, en fait un levier extrêmement performant, justement, pour aboutir à de nouveaux modèles économiques. Ce n'est pas pour rien que les startups sont très proches des designers, parce qu'il y a effectivement une espèce de convergence de vues sur la possibilité de concevoir de nouveaux modèles économiques. Mais ce que je veux dire simplement, c'est quand on parle de réindustrialisation, quand on parle d'un nouveau visage économique de la France, etc., le design est là pour justement pouvoir modeler ces nouveaux modèles économiques. Et si on pouvait, encore une fois, diffuser le design via une réflexion de modèles de fonctionnement d'entreprise, de collectivité, même d'un État, etc., là, ça devient intéressant. Alors encore une fois, moi, je ne suis pas du tout partisan de dire que le design va sauver le monde, et je ne pense pas que diffuser le design selon cette approche, pour moi, n'est pas une bonne chose, parce que c'est beaucoup trop abstrait, et je dirais presque mensonger. Je ne vois pas comment le design va sauver le monde, enfin j'attends quand même qu'on me le prouve. Mais par contre, diffuser le design en expliquant, je dirais, son efficacité dans la réflexion de constitution de nouveaux modèles économiques, ça me semble particulièrement intéressant. Et je suis sûr qu'en faisant comme ça, et en tout cas c'est ce qu'on s'efforce de faire avec DesignFacts, et c'est ce que je m'efforce de faire d'ailleurs quand je suis en entreprise, je suis bien certain que diffuser le design de cette façon-là se ferait de façon beaucoup plus efficace et aisée, et pourrait atteindre beaucoup plus de cibles, notamment des cibles qui seraient sensibles à l'utilisation du design et qui pourraient en bénéficier. Aujourd'hui, encore une fois, la diffusion du design se fait à peu près n'importe comment sur n'importe qui, avec des prises de position qui sont incompatibles entre elles, et avec des discours qui sont d'un côté de la chaîne totalement exaltés, et de l'autre qui sont hyper techniques. Il faut consolider tout ça, et il faut quand même avoir une approche qui soit beaucoup plus globalisante, avec un objectif qui est un objectif peut-être de proposer des fonctionnements novateurs d'un certain nombre, je dirais, d'institutions et d'entreprises. Ça me semblerait intéressant de procéder comme ça. Je crois qu'il y a un élément clé, c'est, pour revenir sur l'idée du designer qui va sauver le monde, auquel je suis aussi un peu sceptique. En tout cas, pour qu'il puisse y arriver, il faudrait qu'il soit aux commandes. Il faudrait qu'il soit en situation de commande ou de pouvoir. C'est difficile d'avoir... Enfin, les leviers d'action sont d'autant plus puissants que quand on est quand on est à la tête des choses, quoi. Et c'est un point qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai l'impression, enfin, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais la diffusion du design, c'est aussi une forme de légitimité
Et force est de constater que les designers ne sont pas toujours légitimés dans des postes on va dire, de commande, quoi, en quelque sorte. Alors après, ils en sont aussi un peu responsables. Hein. Je veux dire, le designer n'est pas que victime. Son positionnement, son discours, largement inaudible ou incompréhensible, ne l'a pas aidé à progresser au sein des organisations. Hein. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, il ne faut pas l'oublier, il y a eu, peut-être qu'est-il encore, un certain nombre de designers qui étaient anti-entreprise, anti-système, je dirais, de production, qui considèrent que le design n'est uniquement qu'un levier qui bénéficierait à la décroissance et que le design s'arrête aux portes de l'éco-conception. Alors c'est une vue, c'est une approche qui est intéressante, mais qui peut parfois dérouter un certain nombre de chefs d'entreprise. Quand on leur parle de décroissance et d'éco-conception et point barre, ça peut en refroidir un certain nombre. Bon, ce sont peut-être des postures qui n'aident pas forcément le design à diffuser partout. Pour en revenir à ta question, je pense que le design, c'est un outil de partage du pouvoir dans le sens où c'est un outil de pilotage de différents métiers et d'interfaçage de métiers. L'avantage du design, à mon avis, c'est qu'il n'est pas forcément besoin d'être en total contrôle pour en bénéficier. Le design, pour moi, c'est un outil collaboratif, vraiment, au sens complet du terme, et que le design, quand il est bien piloté, il entraîne quand même tout le monde de façon non hiérarchisée, comme un groupe projet. Et je pense que vraiment, au sein des entreprises, le design, quand il est bien intégré, il arrive à piloter des projets extrêmement complexes de façon efficace, et que là, on voit vraiment sa plus-value pour moi. Pour moi, c'est quelque chose de très clair. Et que si on peut diffuser cette façon de faire, si on peut diffuser ces bonnes pratiques, pour moi, ça sera un avantage considérable. Je ne suis pas certain que de parler de prise de pouvoir ou d'être en position de pouvoir imposé, etc., soit, en tout cas pour moi, la bonne posture. Moi, la bonne posture, c'est de faire en sorte que le design soit l'outil de pilotage idéal, qu'il est pour moi d'ailleurs par ailleurs. Oui. Quand j'étais en grand groupe, j'avais l'habitude de dire qu'on était les designers, ils avaient une vertu, c'est qu'ils étaient polyglottes. Ils parlaient toutes les langues. C'est ça. Ils étaient capables aussi bien de parler Oui, ça. à un ingénieur qu'un logisticien, qu'un vendeur, un marketeur. Et on parlait toutes les langues et puis on essayait de traduire tout ça et de réunir tous ces sujets qui parfois visent des objectifs antagonistes. Mais, je suis d'accord. Mais c'était vraiment une des particularités, je crois. Alors il y a un point aussi, peut-être que je vais vexer un certain nombre de mes collègues, mais je crois quand même constater que les associations de promotion du design n'ont pas vraiment fait leur boulot. Alors je vais m'expliquer. Tu as pourtant été... Oui, ben j'en parle donc en connaissance de cause, pour plusieurs raisons. Alors je dirais que les structures de promotion du design qui travaillent à l'échelon local ou régional font de l'excellent boulot. Parce qu'en fait, elles font la promotion d'une pratique, quelque part d'un métier. Et elles sont proches des entreprises, et à mon avis, elles ont une démarche et une influence qui est tout à fait positive. C'est une partie du design, mais en tout cas, cette partie-là, elle est bien promue par ces structures locales ou régionales. Il y a les quelques structures nationales, il n'y en a pas beaucoup. Là, on peut discuter pour plusieurs raisons. D'abord, il y a, à mon avis, des problèmes d'ego qui font que ces structures-là ne sont pas à 100% de leur capacité. Il y a des problèmes de financement qui font que ces structures-là n'ont pas forcément tous les moyens pour faire bien leur boulot. Et puis, de façon générale, il y a encore une fois une vision du design qui n'est pas claire et en tout cas pas forcément partagée. J'estime qu'à partir du moment où personne n'est vraiment d'accord sur ce qu'est le design ou ce qu'il devrait représenter, je ne vois pas comment on peut en faire la promotion. Sauf pour satisfaire l'ego de quelques-uns, sauf pour satisfaire je dirais, intérêts catégoriels des uns et des autres. Je ne vois pas très bien comment ça peut fonctionner. J'en parle en connaissance de cause. J'ai toujours déploré cet état de fait, je le déplore encore aujourd'hui. J'estime en tout cas qu'il n'y a pas aujourd'hui vraiment en France de promotion du design au sens national qui soit satisfaisante. J'ajouterais, pour terminer les paroles agréables auprès des uns et des autres, qu'il y a eu des tentatives qui ont été faites. Je pense par exemple au Conseil national du design,
qui est une fort belle institution, dont on attend toujours depuis 3 ou 4 ans les recommandations. On ne voit pas très bien où ça va. Il y a voilà, certainement de bonnes volontés à droite à gauche. Je ne vois pas de fil directeur, je ne vois pas de route très clairement tracée, et je ne vois pas d'objectif non plus en matière de design au niveau national. Donc ça manque pour une diffusion qui soit, à mon avis, de bon niveau. On va changer d'angle un peu, mais en parlant toujours de diffusion quand même malgré tout. C'est que j'ai aussi le sentiment qu'il y a les efforts des designers pour parler d'eux-mêmes, qui sont un peu désordonnés, enfin bon, on ne va pas revenir sur tout ce que tu as expliqué. Et puis il y a aussi des médias qui s'emparent du design et qui vont le promouvoir en fonction, évidemment, de leur lectorat, de leur intérêt, mais qui amènent peut-être encore une couche supplémentaire de confusion. C'est-à-dire qu'ils réduisent en quelque sorte le design à un design d'artiste édité, quoi, en quelque sorte. Oui, oui. Qui trouble la compréhension de ces métiers. Oui, on ne citera pas de nom, mais tout à fait. D'ailleurs, ce sont des médias ou des relais qui sont assez efficaces. Il y a tout ce qui concerne le mobilier en général, il y a tout ce qui concerne, je dirais, le produit artisanal ou à façon. Tous les designs sont intéressants. Mais je pense que ce design-là n'a pas vraiment besoin d'être diffusé. Il l'est déjà assez, peut-être même trop. Encore une fois, pour moi, la grosse faiblesse aujourd'hui en France, c'est le design vers l'entreprise, vers la collectivité. C'est le design, en fait, vers le plus grand nombre, ou en tout cas le design qui se fabrique en grande série. Là, il y a un vide assez béant, et je pense que l'effort de diffusion doit se situer sur ce terrain-là. Tout ce qui est du domaine de l'artisanat, tout ce qui est du domaine, je dirais, des métiers d'art, qui sont des approches extrêmement intéressantes, ne sont pas concernés, parce que c'est vrai que là, la diffusion est déjà relativement bien faite, et qu'en rajouter ne serait pas nécessairement très efficace. Néanmoins, c'est quand même, c'est par là aussi que les choses progressent. Je dirais qu'ils ont une activité, enfin je veux dire, ce type de design qui est promu par les médias, que j'appelle moi design d'édition, on peut parler de métier d'art, d'artisanat, etc., ont une liberté d'expression qui est souvent plus forte que celle que peuvent avoir les designers quand ils sont inscrits dans l'industrie, et qui peut être aussi une forme de comment dire, oui, de progression des pratiques, voire même de source d'inspiration. Oui, mais là, c'est normal, parce qu'on parle métier. Dès qu'on parle métier, c'est facile. Hein. Quand on parle opération, c'est très facile. Le design d'art, le créateur d'art, l'artisan, c'est un métier. Il exerce un métier particulier, spécifique. C'est facile de promouvoir un métier ou de diffuser une pratique. C'est beaucoup plus compliqué de promouvoir une discipline, notamment une discipline qui a des composantes extrêmement multiples et variées, et qui s'adressent à des publics très différents, qui sont des publics qui sont à la fois territoriaux, industriels, etc. Mais le vide, il est là. Il n'est pas sur le métier, hein. Il est sur la discipline. Il est sur vraiment le design dans sa globalité, dans sa quintessence. C'est là il y a un vide magistral. C'est là où justement personne n'est d'accord et que la diffusion souffre d'une carence de moyens fantastiques, quoi. Alors comment faire? Quelle proposition? Je crois qu'il faut flécher l'entreprise. Il faut dire le public. Pas de design sans entreprise. C'est très simpliste, hein, mais pas d'industrie, pas de design. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de design. Donc il restera les créateurs, il restera les designers qui font de la petite série, etc. Quand on travaille de façon, on va dire, industrielle, sur du grand volume, on travaille sur de l'industrie. Donc design, industrie, on doit pouvoir relier les deux. Je rappelle que 70% à peu près des entreprises en France ne font pas appel au design. Donc pour moi, diffuser le design, c'est diffuser auprès de l'industrie pour que ce taux de 70% soit ramené à zéro. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc il faut tout miser là-dessus dans un premier temps. Lorsqu'on aura franchi cette barrière, lorsque 100% des entreprises en France connaîtront ce qu'est le design et sauront dans quelle mesure ils peuvent faire appel au design et ce que ça peut leur apporter, on aura, à mon avis, réglé le problème de la diffusion du design. Ce que tu viens de dire, d'ailleurs, c'est tout aussi vrai pour les laboratoires. Je pense. On devrait avoir... Mais c'est intéressant parce que
À t'entendre, je vois aussi la façon dont on s'adresse, nous, parfois, ici, au Design Spot, vis-à-vis de nos interlocuteurs, où on peut tomber dans des travers qui sont peut-être aussi un peu similaires à ceux que rencontre la profession. Peut-être pas avec la même importance, mais tout le monde gagne à faire son autocritique. Et quand j'entends industrie, dans mon esprit, moi je transcris laboratoire, start-up, Oui, porteur de projet, ce qui est la même. c'est le même écosystème. Exactement, Hein. exactement. La recherche, l'industrie participent du même écosystème. Ouais. Pour- Alors néanmoins, je comprends ce focus industrie et je le partage, mais il me semble un peu réducteur. Est-ce qu'on n'oublie pas les services publics? Est-ce qu'on n'oublie pas je pense par exemple à quelque chose qui m'apparaît, moi, une démarche très très bien faite. Servicepublic.com. Langage clair. C'est pas un. C'est comment dire. Si on est critique, c'est pas le plus beau site de la planète, mais c'est écrit en langage clair, on trouve l'information dont on a besoin, c'est relativement bien ordonné et on sent qu'il y a eu, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a eu une patte design là-dedans qui est très importante. Je vois aussi, alors là je suis moins sûr de moi, mais je vois aussi les impôts, la façon dont nos feuilles d'impôts aujourd'hui sont faites. J'y vois, alors que peut-être aucun designer n'a travaillé là-dessus, mais j'y vois une démarche design assez appuyée. On n'est pas dans l'industrie, on est plutôt dans des services publics qui ont aussi, à mon avis, eux, des besoins criants de progrès et d'évolution. Oui, mais le problème que je vois, c'est que aujourd'hui, diffuser le design sous son aspect UX, UI, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le design, pour certains, c'est du numérique. Les gens ne voient pas autre chose dans le design. Or, pour moi, c'est diffuser le design en parlant de numérique, c'est fait. C'est pas parce que une collectivité, un ministère, un service public propose un beau site internet que tout marche bien derrière. Pour moi, c'est vraiment un détail, si vous voulez. Je pense que si on situe le design au niveau de l'accessibilité ou au niveau, je dirais, de la valeur d'usage d'un site ou d'une interface numérique, là, par contre, c'est très réducteur pour moi. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on aille trop dans cette direction-là quand on parle de diffuser le design, parce que sinon, le design, ça ne sera plus que de l'UX et de l'UI. Et à minima, ça sera simplement de la valeur d'usage sur de l'interface. Et je pense que le design va au-delà de ça. C'est pour ça que je conserve absolument cet angle industrie, parce que quand on flèche le design vers l'industrie, on flèche sur toutes les composantes du design. Que ce soit évidemment la composante numérique, mais également le produit, que ce soit l'ingénierie, l'interfaçage des métiers, que ce soit toute la chaîne de valeur qui va de l'amont stratégique à la mise en marché, etc. On a tout le design dans sa plénitude, dans sa globalité, et que si on diffuse ce design-là, on saura diffuser tout le reste. Si on diffuse uniquement le design sur son aspect UX, UI, ce qui, quelque part, aujourd'hui, se fait majoritairement, finalement. Quand on regarde aujourd'hui sur LinkedIn, on ne parle que du UX, UI en termes de design, on ne parle pas d'autre chose. C'est rare qu'on parle de produits, etc. Bon, je pense qu'on va perdre en route un certain nombre d'avantages qui sont liés au design et justement à sa performance globale. Et donc, je reste fermement sur mon positionnement design vers l'industrie, vers l'entreprise. Design thinking, ça n'a pas contribué à complexifier les choses? Comme tous les vocables qui ont été accolés au terme design, je pense, oui. Mais on en parle moins du design thinking. Je pense que ça y est, enfin, c'est un peu passé. On sent le soulagement du designer. Enfin Après, d'abord, ça a fait la fortune de certains fabricants de papier autocollant. Voilà. Après, le design thinking, c'est pas très vertueux pour la planète, vu la consommation de papier que ça génère, et de colle. Après, c'est intéressant parce que vous mettez 5-6 personnes qui n'ont rien en commun dans une salle avec des post-it, ils arrivent à discuter entre eux. C'est un bon outil collaboratif. Est-ce que c'est du design? J'en sais rien. Design thinking, c'est quand même quelque chose qui est né dans l'université, qui a été repris par une agence américaine pour en faire un levier commercial qui a très bien fonctionné. Oui. Je note quand même que cette agence, que je ne citerai pas, a aujourd'hui de gros problèmes économiques. Et je pense que cette vague du design thinking aujourd'hui, elle est derrière nous, c'est terminé. Donc il va falloir se tourner vers autre chose.
Alors aujourd'hui, on est beaucoup sur le design de services publics, sur le design éthique, sur le design du soin, etc. Alors on n'est pas sur les mêmes niveaux. C'est très important, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui axé beaucoup le design sur sur l'éthique, sur le soin, sur la personne, ce qui est très intéressant. Et cet angle-là, quelque part, il est peut-être surdéveloppé par rapport à d'autres qui sont également importants. Et je pense qu'on est passé aujourd'hui d'un processus à la personne, parce qu'aujourd'hui la personne c'est au centre de tout, donc le design il est sur la personne aujourd'hui, ce qui est très bien, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Quand on parle de performance, il y a eu aussi en matière de diffusion de ces disciplines, de ces métiers, il y a eu des stars quand même. Alors, des stars dont on peut toujours discuter. Alors, si on prend la France, on peut parler de Philippe Starck, bien sûr. Mais si on parle qui a contribué à donner une image du design hors de la profession, on va dire, mais il y a aussi des stars encore beaucoup plus importantes et qui sont peut-être encore beaucoup plus légitimes pour s'exprimer là-dessus, comme Steve Jobs, par exemple, qui était à la tête d'Apple, et qui ont promu d'une certaine façon des démarches design de façon très très appuyée, basée sur la performance dans le cas de Steve Jobs. Mon point, c'est que dans un contexte de changement, de mutation, de transition, dans les mots qu'on entend toujours aujourd'hui, est-ce que ces modèles de diffusion, qui sont puissants quand même, hein, Steve Jobs, c'est pas rien, est-ce que ces modèles vont trouver d'autres façons habituelles, Star System entre guillemets, peuvent trouver d'autres moyens d'expression avec des jeunes designers qui s'inscrivent dans une démarche qui serait différente? Ou est-ce que c'est peine perdue, il faut déjà être une star pour y arriver? De toute façon, la star, ça a toujours existé, partout, dans tous les domaines d'ailleurs. Et quand la star porte une juste cause, il y a un effet d'audience qui est tout à fait exceptionnel. Dans l'automobile, il y a des stars du design. Oui. Bon, est-ce que ce sont des designers ou pas? Le débat va beaucoup d'intérêt. Ce sont des gens, ils sont designers, ils sont là. En faisant parler d'eux, ils font parler de leur travail. Ça bénéficie à la marque, ça bénéficie à tout le monde. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir des stars. Après, il ne faut pas oublier que le design, c'est quand même un travail très collectif. Et que si on starifie trop le design, on va perdre cet aspect collectif et on va perdre cet aspect de projet, pilotage projet, qui pour moi est extrêmement important. Néanmoins, je pense que si on pouvait avoir un peu plus de stars en matière de designers industriels aujourd'hui, ça serait intéressant, parce que l'industrie française a besoin d'un designer industriel reconnu, et que peut-être qu'aujourd'hui on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de branding, on parle beaucoup de retail, on parle beaucoup de packaging, on parle beaucoup, je dirais, de recherche, etc. Malheureusement, on ne parle pas assez de design produit, de design industriel, domaines dans lesquels, entre parenthèses, la France excelle. Il y a des designers industriels, des designers produits en France qui sont exceptionnels. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de diffusion de ces modèles-là en France. Maintenant, des stars ou pas des stars, a priori, tout est bon. Hein. Moi, je prends tout. Si ça peut aider la cause, j'ai aucun problème. Par contre, il ne faut pas que ça soit, je dirais, au détriment du design. Il ne faut pas que le nom de la star s'appuie sur le design pour se promouvoir. Il faut que la star, justement, puisse promouvoir le design. C'est ça qui est intéressant. Oui. J'arrive toujours à être... comme tout designer, on se pose des questions, mais nous, on essaie d'apporter des réponses. Pas que de poser des questions, on essaie d'apporter des réponses. Des réponses concrètes. Et à ce stade-là, je suis toujours dans l'expectative. C'est-à-dire que je suis complètement en phase sur la partie performance, etc. Je crois que la vertu de l'exemple, d'ailleurs c'est ce qu'a fait en partie les deux personnes qu'on a citées tout à l'heure. Mais quid de demain, quoi? Parce que tous nos repères risquent de changer, et donc nos références risquent de changer. Et même notre manière de considérer que de la bonne façon de promouvoir le design aujourd'hui pourrait s'avérer, on va dire, obsolète demain. C'est toujours difficile de prédire l'avenir. Les designers essayent toujours de projeter, en quelque sorte, de ce qu'il pourrait être. Et c'est bien entendu une démarche qui est compliquée et incertaine.
Mais est-ce qu'on pourrait s'y risquer? Est-ce qu'on pourrait faire un peu est-ce que comme ça, à la volée, en improvisation totale, là, il n'y a pas de filet, hein, est-ce qu'on pourrait projeter comme ça des façons qui sembleraient pertinentes pour l'avenir, différentes et pertinentes sur cette promotion? Bah, quand vous regardez la réussite d'une entreprise, un produit star d'une entreprise par exemple, est-ce qu'on va parler du patron marketing? Est-ce qu'on va parler du patron de la stratégie? Est-ce qu'on va parler du patron de la R&D qui finalement ont été derrière cette réussite? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait parler du designer qui est derrière ça? Je pense que derrière une réussite, il y a un collectif, il y a un groupe projet. Moi, mon ambition, je peux me permettre pour le design, ça serait qu'il soit tellement banalisé qu'on n'en parle même plus, qu'on n'ait même plus besoin d'en parler. C'est-à-dire que être designer, c'est normal. Aujourd'hui, quand on est designer, on l'est pour deux raisons, pour trois. Je vais être un petit peu brutal, je m'en excuse auprès de vos auditeurs. La première, c'est qu'on a une famille qui a quelques moyens et on n'a pas vraiment trouvé ce qu'on allait faire plus tard. Et donc, sa famille vous finance une école de design. Bon, très bien. Donc on est designer un peu par défaut, quoi. Mais comme on a un peu les moyens de l'être, c'est plus facile. Il y a ceux qui ont vraiment la vocation et qui n'ont pas forcément les moyens, ils font tout ce qu'il faut pour y arriver. Ceux-là, vraiment, je leur tire mon chapeau et je les respecte. Et puis, il y a ceux qui sont designers un peu par hasard. Ils ont découvert une vocation sur le tard, où ils s'aperçoivent que finalement, le design est une démarche transversale et qu'ils seraient quelque part un peu designers. Bon. Ceux-là, je leur tire aussi mon chapeau, mais ils m'inquiètent un peu, parce que quand ils parlent du design, c'est un petit peu sans filet, et ça part parfois un peu en vrille. Alors, il y a des élans humanistes, il y a des élans un peu comme ça, mystiques, etc. Je m'en méfie toujours un petit peu, parce que quand on est dans le mysticisme ou dans l'optimisme béat, c'est jamais très bon pour défendre une cause, notamment auprès d'industriels. Donc, quelque part, les vrais designers, entre guillemets, ceux qui ont vraiment la vocation et qui sont battus pour y arriver, je pense que ces gens-là, ils sont vraiment intéressants. Le problème, c'est que ces gens-là ne parlent pas de leur métier. Ils travaillent. Ils n'ont pas le temps. Ceux qui parlent du design, malheureusement, encore une fois, c'est souvent ceux qui n'en font pas ou qui croient en faire. Très bien. Je pense qu'on est au bout des questions. Si, il y en a une là. Oui, effectivement, j'ai une question. Merci pour cette discussion, vraiment très, très intéressante. Du coup, moi je suis Johan Montenot, donc je travaille au Design Spot, chargé de projet en design, donc je travaille avec Vincent. Et effectivement, moi ça fait directement écho, comme tu le disais Vincent, avec les porteurs de projets qu'on accompagne. Et c'est vrai qu'ils ont souvent du mal à savoir ce qu'on va pouvoir leur apporter. Qu'est-ce qu'ils auront? Qu'est-ce que c'est le design? Il y a un côté une bête un peu étrange. Et ils ont du mal à voir quel est l'apport. On avait d'ailleurs un rendez-vous ce matin, et c'était un petit peu ça. Ils se posent la question de qu'est-ce qu'on allait avoir. Voilà, pour ça c'était plus une remarque. Et après, pour ma question, c'est par rapport à l'industrie, qui est un point clé. Alors nous, avec les industriels, on n'a pas de... pour la production, en grande série, on n'a pas de contact forcément direct avec eux, parce qu'on est très en amont des projets. Mais au final, est-ce que ce n'est pas à l'industrie de diffuser le design, plutôt qu'aux designers de diffuser c'est-à-dire que des industries qui ont eu l'expérience du design l'ont intégré, et ensuite le partagent au travers des différents médias disponibles, salons d'exposition, revues, etc., qui permettent de parler de leur expérience et du coup de diffuser le design. Est-ce que ce n'est pas un axe possible? Voilà, merci. Déjà, d'abord, ils le font, mais il ne faut pas oublier que l'industrie, les entreprises en général, sont concurrentes les unes des autres. Elles n'ont pas forcément envie d'expliquer à tout le monde, et leurs concurrents en particulier, comment est-ce qu'on fait de meilleurs produits. Bon. Donc je ne pense pas que ce soit à l'entreprise d'aller mettre sur le devant de la scène ces leviers de performance. Ce n'est pas forcément aux designers non plus de s'auto-promouvoir. Je pense qu'une diffusion auprès des entreprises du design, ça commence très tôt. Ça commence peut-être dès les écoles d'ingénieurs, dès les écoles de commerce.
C'est là où, à mon avis, il faut déjà expliquer ce qu'est un designer et ce qu'est l'apport du design. Ça se joue là. Tout comme à Stackley, auprès de chercheurs qui montent une start-up, si dès le départ et très en amont, on leur explique que le design, ça va leur permettre de trouver davantage de financement et plus vite, ça va très vite derrière. Bon. Donc je ne pense pas que ce soit à l'entreprise d'expliquer comment elle fait pour être meilleure. Ce n'est pas au designer non plus d'aller se vendre, qui ne sait pas forcément bien le faire. Je pense quand même ça passe en grande partie par l'éducation et la formation sans doute initiale. Oui, et puis quand même par une clarté des messages. Et par une clarté des messages, ensuite, qui est relayée par différents médias, dont les médias spécialisés ou professionnels. Oui, et on revient sur le début de la, de la conférence, ce qui permet de faire une boucle. Ça va être bouclé. Je crois qu'on est au bout des... Merci beaucoup. Je crois qu'on est au bout des questions, il me semble. Il n'y en a plus d'autres? Si. Une dernière. Qu'est-ce qui bloque dans les ministères et pourquoi nos clients n'expliquent-ils pas la part du design dans leur succès? Vous avez déjà un peu répondu. Dans les ministères, alors je ne suis pas forcément le mieux qualifié pour en parler, mais il y a deux ministères, je crois, aujourd'hui, qui s'occupent essentiellement du design. Il y a le ministère de la Culture d'une part et de l'Industrie d'autre part. Ce sont deux approches qui sont un petit peu différentes. L'une a une approche, le ministère de la Culture, qui est plutôt en faveur de la démarche culturelle, de la création, du design un petit peu, je dirais, de créateurs, etc. Puis l'autre qui est plutôt sur une démarche, on va dire, industrielle. J'ai souvenir, lorsque j'étais président de la PCI, il n'y a pas si longtemps, que les deux ministères ne se parlent pas forcément ou n'échangent pas forcément en matière de design. Je peux me tromper, en tout cas c'est le sentiment que j'avais au départ. Je ne sais pas si les choses ont changé. Mais autant je pense que le design promu par la culture fonctionne, parce que la promotion de la création, de l'artisanat, des métiers d'art fonctionne, et je ne pense pas qu'il y ait de ce point de vue-là beaucoup de problèmes, autant il me semble que la promotion du design via l'industrie, même si France 2030, etc., semble avoir ou vouloir réserver une place importante au design, et puis même si on en a parlé, il y a des institutions comme comment s'appelle, c'est du design, le Conseil national du design, pardon, j'avais dit centre, mais c'est le Conseil national du design existe. On ne voit pas effectivement vraiment aujourd'hui les effets, on va dire, concrets. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Pourquoi ? Bon, je pense qu'il y a certainement une question de culture, en général de culture industrielle en France, dont on pourrait parler, mais on en ressent quand même aujourd'hui certains effets, clairement. Oui. Ok, je crois que le moment est venu de clore cette discussion. Christophe, merci beaucoup. Merci aussi pour dire les choses telles qu'elles sont. C'est toujours bon à entendre, c'est pas que du positif. Le négatif mérite aussi d'être entendu, et peut-être même encore plus. Donc je pense que ça, c'est très enrichissant. Donc encore une fois, merci beaucoup. Mes remerciements traditionnels à l'équipe du Design Spot qui ont fait en sorte qu'on puisse construire ce cycle de 3 conférences. Je rappelle qu'ils sont donc visibles en replay, les 2 premières déjà le cas, et pour cette dernière, elle sera visible en replay très prochainement, le temps juste de la monter et de la mettre en ligne. Voilà. Et puis bien entendu, merci beaucoup à tous les auditeurs. On a l'impression, quand on fait ce type d'intervention, de ne pas prêcher dans le vide, parce qu'on a des gens qui nous écoutent, et c'est bien pour ça qu'on monte que l'on fait tous ces efforts. Voilà, merci. Merci à vous. À bientôt.